quand le téléphone sonne, l'écran des lunettes s'allume et dit il y a telle personne qui appelle, et en faisant un tap, on peut prendre la communication. Encore une fois, on a le micro et l'audio dans les lunettes, donc il n'y a même pas besoin de toucher le téléphone. On peut participer à un hangout. Alors malheureusement, ça ne marche pas depuis quelques semaines. On attend la prochaine version pour que ça marche à chaque fois. Mais l'idée, c'est qu'on peut effectivement envoyer comme vidéo du hangout ce que l'on voit dans les lunettes. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais pendant un moment sur le site web Glass, il y avait une vidéo enregistrée par un professeur américain qui faisait un hangout avec sa classe aux États-Unis alors qu'il visitait le CERN en Suisse. Et donc il y avait des extraits de vidéos qu'il avait pris et il expliquait en même temps à ses élèves. Donc c'est assez sympa comme principe. Oui, alors pour l'anecdote, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que la plupart d'entre vous sont au courant. Officiellement, aujourd'hui, le programme Glass Explorer, c'est réservé aux développeurs sur le sol américain. Il se trouve que moi, j'ai la chance d'avoir vécu pendant 10 ans en Silicon Valley et d'avoir toujours un pied là-bas, une green card, une carte de crédit, une adresse et tout ce qu'il faut. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire partie du programme. Mais ce qui est un peu ironique, c'est qu'en théorie, on n'est pas censé s'en servir à l'extérieur, mais que la vidéo qui a été mise en avant sur le site web de Google, c'était une vidéo tournée en Suisse par un Américain. Bon, no comment. On peut recevoir des notifications, des emails, des notifications Google+, Google Now, pour ceux qui connaissent, et on peut ajouter des glassware. Alors on verra un peu plus tout à l'heure ce que sont des glassware, mais en gros, c'est des applications qui ont été développées pour les Google Glass. Quelques détails sur le MyGlass Mobile. Donc c'est une petite application sur le téléphone qui permet notamment d'associer son compte Google+, ce qui est très sympa pour synchroniser ses photos. Quand on prend des photos, elles sont sur les lunettes, mais on a envie de les avoir ailleurs que sur les lunettes. On n'a pas envie de se les envoyer par email une par une. Donc en fait, elles peuvent être synchronisées automatiquement de manière privée avec notre compte Google+. Donc on les a sur notre compte Google+, mais on est les seuls à pouvoir y accéder. Il faut ensuite les partager avec d'autres personnes si on veut. On peut connecter les glaces à son mobile en Bluetooth, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les appels téléphoniques, pour la configuration, pour la navigation GPS. Et on peut comme ça aussi configurer les points d'accès Wi-Fi. C'est important, quand il y a un mot de passe à rentrer pour accéder au Wi-Fi, c'est pas très pratique à faire sur une interface comme les lunettes. Et on peut ajouter des contacts, bien évidemment. Et activer les glassware. Donc ça, c'est un screenshot de la version web de MyGlass, sur laquelle on peut notamment activer certaines des applications qui viennent d'être lancées, comme Evernote, comme Twitter, comme Facebook, qui chacune a été développée avec des fonctionnalités pour les Google Glass et qui apportent une expérience un peu nouvelle. Je ne les ai pas encore toutes testées, pour tout dire. Un exemple, le New York Times Glassware, qui va nous envoyer des notifications avec des articles dès qu'il se passe quelque chose d'important. Et avec la possibilité de cliquer sur un menu Read Aloud qui va nous lire le texte de l'article. Alors c'est intéressant, mais gardez à l'esprit encore une fois que c'est un prototype pour les développeurs américains. Le français ne connaissent pas. Pour le moment, c'est même pas la peine. D'ailleurs, ça pose des problèmes des fois quand on parle à ses lunettes. Je vous montrerai tout à l'heure. Mon accent anglais n'étant pas forcément le meilleur, des fois j'ai un peu du mal. Donc voilà d'autres exemples d'images du New York Times Glassware. Pour le CNN Glassware, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut carrément configurer ce qu'on veut voir par type. Et alors, je vais essayer de vous le montrer, mais je ne sais pas ce que ça va donner avec le Wi-Fi ici. On peut recevoir des petits morceaux de vidéo liés à l'actualité. Démo. Ça vous dit? Bon, on va essayer. Alors oui, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un device Android, donc de la même manière qu'avec n'importe quel téléphone, on peut se connecter, on peut utiliser ADB, et on peut voir ce qui se passe à l'écran. Alors il y a un lag, c'est un peu lent, mais ça devrait quand même vous donner une idée de ce qui se passe. Donc là je vais taper, la première chose qui apparaît c'est l'heure et OK Glass, et je peux me balader dans mes cartes, donc par exemple voir la température, je suis à Paris, je peux avoir des détails sur la température. Ah, j'ai un
j'ai un déjeuner demain. Donc là, il a été chercher dans mon agenda un certain nombre de choses. Là, il me propose un restaurant, je ne sais pas ce que c'est, pas très loin. Ça, c'est Google Now parce que je l'ai activé. Et on peut aller voir les réglages des lunettes, donc qui me disent que la batterie est chargée, que je suis connecté au Wi-Fi, etc. Alors, on va revenir un petit peu dans ma timeline. Donc, gauche-droite pour me balader dans la timeline. Donc, voilà la photo que j'ai prise tout à l'heure. Donc, comme je vous expliquais, il y avait un spot. Non, alors, ça, c'est une photo. Elle a déjà été prise. Ça, c'en est une autre. Alors, voilà un exemple de quelque chose que j'ai reçu il y a 34 minutes du New York Times. Je vais essayer. Alors, si c'est le New York Times, donc c'est pas trop grave. Donc, je peux me balader dans les articles et je peux demander plus de détails si je veux. Et je peux même donc faire lire les articles. Donc, ça, c'est une photo. Ça, c'est une autre photo. Je vais essayer de trouver quelque chose de CNN. Alors là, par exemple, j'avais reçu un email, donc je peux voir mes emails sur Gmail avec l'adresse du lieu. Voilà. Voilà un exemple reçu par CNN. Donc je peux sélectionner la carte, j'ai une petite description et je peux essayer, on va voir si ça marche et que ça ne fait pas tout cracher, de charger la vidéo. Alors je ne sais pas ce que le Wi-Fi va donner et surtout ce que vous allez voir. Alors vous voyez des images les unes après les autres à cause du screen monitor qu'on utilise, mais moi je peux vous dire que je vois la vidéo très bien et qu'en plus j'ai le son dans l'oreille. Je ne peux pas vous le montrer plus que ça malheureusement, mais c'est une bonne illustration de la partie vidéo qui a été reçue comme notification parce que j'ai demandé à utiliser le glassware de CNN. Donc voilà ce que je peux vous montrer. Donc quand je clique sur un objet, j'ai un menu qui apparaît, donc soit partagé. Bon, ben là, je peux seulement la partager, celle-là. On ne va pas aller très loin. Je vais prendre une que j'ai prise tout à l'heure. Voilà, là, je peux la partager ou je peux l'effacer. Pour les photos, on peut les effacer quand on les a prises directement. L'autre, c'est une photo que j'avais reçue. Si je la partage, il me propose une série de contacts basés sur Google+, basés sur des gens que j'ai autorisés. Et là, c'est un contact spécial dont on parlera tout à l'heure, qui est le contact d'une application. Parce qu'en fait, on peut envoyer des éléments à des applications qui ont été développées. J'en parlerai plus tout à l'heure. Donc ça fait un peu le tour au niveau des mots. Ah oui, alors je vais le refaire. Tada. Pour pas suivi au fond, normalement on fait ça. Où il faut viser, donc ça s'allume. Si je sors, mais il y a le raccourci qui est... Et voilà. Ah oui, alors effectivement, merci de me le rappeler. Il y a un point intéressant quand même à voir, c'est la partie menu. Des menus intégrés. Donc là, je vais dire OK, glass. Il m'affiche le menu. Take a picture. Voilà. Donc là, il a pris une photo, simplement parce que je lui ai parlé. La partie qui est un peu plus compliquée, ça va être de faire une recherche. OK, glass. Google. 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 OK, on recommence. Vous voyez ce que je voulais dire? Google. 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 OK. Alors, en fait, bon, ça marche quand même relativement bien en général, notamment pour les Américains, pardon. Mais ce qui est très bien, c'est qu'on peut faire ça et automatiquement, la recherche Google est lancée. Donc, même s'il ne comprend pas. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il essaye. Il essaye de traduire ce que j'ai dit, donc de l'interpréter en anglais, puis de faire la recherche. Alors, je vais essayer d'en faire une un peu plus sérieuse. OK, glass. Google. 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 Ce serait bien que ça marche quand même. Google. Google. Bon. Raccourci. Where is Paris? Et voilà le premier résultat qu'il me trouve, qui vient de Wikipédia, qui est l'article sur Paris, blablabla. Donc tout ça pour dire que la recherche a été faite sur Internet et qui m'affiche le premier résultat, et qu'en fait je peux scroller. La réponse suivante c'est Wiki Answers, et j'en ai un paquet. Daily Mail,
télégraphe, etc. Donc après, je peux sélectionner pour avoir plus de détails, suivant le type de réponse. Autre chose importante dans les glaces, OK Glass. Donc en fait, OK Glass, get direction to. Et voilà. Donc le problème, c'est que normalement, mon téléphone, là, c'est un téléphone américain, que ici, là, le téléphone, il passe pas, et donc je ne peux pas me connecter, et il ne sait pas où je suis au niveau GPS. C'est parce que pour le moment, il utilise le GPS du téléphone. Alors, il y a des questions sur le fait, est-ce qu'il y a vraiment un GPS dans les classes? Certains répondent que oui. À chaque fois qu'on demande directement aux gens de Google, on n'a pas de réponse. Donc il est possible qu'il y ait un chip GPS dans les glaces. Pour le moment, on se connecte à partir du téléphone. Donc c'est pour ça que je ne peux pas demander de direction, parce que là, il ne sait pas où je suis. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans la timeline avant d'avancer? Bon, voilà, donc là j'ai reçu pas mal de notifications du New York Times. C'est un peu beaucoup des fois. À voir, bon. Ok, donc on va arrêter là pour la démo. On va reprendre la présentation, on va y revenir après. Le programme Glass Explorer, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, il y a à peu près 2000 personnes qui se sont inscrites pendant Google I.O. 2012, l'année dernière, pour faire partie de ce programme, c'est-à-dire d'avoir accès en prime time au Google Glass et aux premières API. Officiellement, c'est destiné pour les développeurs sur le sol américain. Il y a environ 8000 personnes en plus qui ont été sélectionnées lors du concours IFAIAD Glass début 2013. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On en parlera un tout petit peu plus tout à l'heure. En gros, on a accès au prototype développeur depuis avril 2013. Tout le monde ne l'a pas encore. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le récupérer, d'avoir mon invitation avant Google I.O. et donc de profiter de ma présence à Google I.O. pour aller les récupérer. On a également accès à la Mirror API, qui est la première manière pour programmer à l'heure actuelle. C'est en général un événement de présentation et de mise en place des glaces qui a lieu soit sur le campus, soit à New York, et qui est assez important parce que quand on regarde les glaces, la position du miroir, notamment, et la hauteur des lunettes sont assez importants pour bien voir. Et quand on est tout seul dans son coin et qu'on le teste pour la première fois, c'est assez flou. Et ce n'est pas terrible comme expérience pour le moment. Il faut bouger un peu pour trouver la bonne position. Et donc c'est ce qu'ils nous font pendant cet événement notamment, tout en nous montrant comment ça fonctionne, etc. Donc il y a un forum sur glasscommunity.com qui regroupe tout un tas d'informations et de discussions entre les gens qui y ont accès aujourd'hui. Je crois qu'il y en a une partie qui est publique, donc si ça vous intéresse pour en savoir plus, vous pouvez aller dessus. Le prototype de développement, il arrive sous cette forme, donc dans une boîte, avec un certain nombre d'accessoires, notamment 2 paires de verres en plastique que l'on peut fixer, verres en plastique blanc ou pour le soleil. Il y a différentes couleurs. Alors, IFAIAD Glass, juste quelques résultats parmi les gens qui ont gagné le concours IFAIAD Glass. Vous connaissez peut-être Neil Patrick Harris, qui est un acteur qui joue notamment dans How I Met Your Mother. Donc lui, il a simplement fait un tweet en disant si j'avais des glaces, je montrerais comment ça se passe tous les jours sur le tournage de la série, qui est une série qui cartonne pas mal aux US. Je crois qu'elle est aussi en France maintenant. Alyssa Milano, je pense que ça rappelle des souvenirs, sauf aux moins jeunes peut-être, qui a dit qu'elle s'en servirait pour ses missions humanitaires pour montrer comment ça se passe. Kevin Smith, qui est un réalisateur américain très apprécié chez les jeunes notamment. Je ne sais pas si on connaît beaucoup en France, mais qui a fait notamment Clerks, Clerks 2, Clerks 3, avec un humour assez sympa. Et donc beaucoup de jeunes sont vraiment intéressés pour savoir comment ça se passe. Et alors, je vais vous demander, est-ce que quelqu'un sait qui est LeVar Burton? Personne? Eh bien, LeVar Burton, c'est l'acteur qui jouait Geordi Laforge qu'on a vu tout à l'heure, donc le black dans Star Trek. Et il a participé. Il a participé au concours et il a dit « If I had glass, it would be a downgrade ». Sous-entendu, ce serait moins bien que ce qu'il avait à l'époque dans Star Trek. Et ben, il a été sélectionné. Bon, après, ça aide un peu. Tim O'Reilly, des livres O'Reilly, Adam Savage, qui est un des Mythbusters. Je ne sais
pas si vous connaissez en France, mais c'est une émission aussi qui cartonne beaucoup aux US, que les geeks apprécient beaucoup. Et donc voilà, tous ces gens-là qui ont gagné vont à un moment donné récupérer, vont avoir le droit d'acheter le prototype. Parce que même pour les Glass Explorer, la seule chose que ça nous a donné, c'est d'avoir le droit d'acheter le prototype, mais également l'accès aux API. Donc il ne faut pas voir le prix qui est quand même assez élevé comme juste le prix du prototype, mais c'est aussi le prix d'accès aux API de développement. Donc la Mirror API, c'est la méthode officielle pour programmer pour les Glass à l'heure actuelle. C'est des RESTful Web Services. L'idée importante, c'est qu'on n'a pas besoin d'exécuter de code sur les Glass. Les appels doivent tous être authentifiés avec OAuth 2.0. Il y a des starter projects dans différents langages pour commencer, donc c'est assez pratique. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a notre application quelque part, par exemple sur App Engine, qui fait des appels avec un module JSON à la Mirror API qui est sur un des serveurs de Google. Et ensuite, suivant ce qui a été demandé, il y a une synchro qui est faite avec les Glass. Alors, gardez à l'esprit, c'est une version de développeur aujourd'hui. Il y a des moments où on fait une requête, 3 secondes après, on a la réponse. Il y a des moments où il faut 1 minute. Il y a des moments où ça ne marche pas du tout. On ne sait pas pourquoi, il faut rebooter les Glass. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, vraiment, gardez à l'esprit, c'est un prototype. Il y a des bugs et ils font une release d'un nouveau firmware tous les mois. Ce qui est quand même assez fréquent pour un appareil comme ça. Par rapport à vos mobiles Android, c'est un peu différent. Il y a 5 composants importants. Il y a la timeline, qui est la collection de cartes dont on a parlé tout à l'heure. Il y a les menus, qui peuvent être les menus internes, comme Share, comme Delete, ou des menus custom. Les contacts, qui sont des gens, des cercles Google+, ou des applications, donc des Glassware. Les locations, qui permet de récupérer la position GPS, dernière position connue des lunettes. Et les souscriptions, qui permettent de recevoir des notifications. Par exemple, quand il y a un changement sur une application ou sur un contact. Alors, je vais vous donner un petit exemple tout à l'heure, mais en gros, on peut partager une photo avec un contact qui est le contact d'une application. À ce moment-là, quand on le fait avec les lunettes, l'application reçoit une notification comme quoi une nouvelle photo a été partagée. Bon, il y a différents types de notifications, mais c'est une utile que j'illustrerai tout à l'heure. Le playground, c'est un point important aussi pour commencer. C'est une espèce de pseudo-simulateur juste pour le design des cartes, sur lequel on peut éditer en WYSIWYG la carte, voir le JSON à côté, et puis faire 2-3 interactions, mais pas très avancées quand même. Donc c'est bien au début, mais c'est rapidement très limité. Bon, l'authentification, c'est du OAuth 2.0. C'est un petit peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai pas trop le temps aujourd'hui d'en parler. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a une petite fenêtre qui va apparaître, qui va nous demander des permissions d'un point de vue utilisateur. Il faut accepter. Donc je vais passer le code là parce qu'on n'a pas trop le temps, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que Google fournit une grosse partie du code à utiliser. Donc on n'a pas besoin de trop plonger dans la partie haute, il suffit d'utiliser les simple codes qui sont livrés. Comment on développe une application? D'abord, on crée un projet sur App Engine. Alors c'est le plus simple pour le moment, on n'est pas forcément obligé d'être dessus, mais qui soit ouvert à tous les comptes Google. On crée un projet Google API, donc ça c'est important pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller regarder ce que sont les Google API, d'activer l'accès à la Mirror API. Aujourd'hui, il n'y a que les Glass Explorer qui peuvent le faire et quelques chanceux en plus, mais bon, ça sera ouvert à un moment donné. Créer un client ID pour y accéder, un client ID de type Web Application. Autoriser un certain nombre d'URL, notamment l'URL locale pour la partie dev dans Eclipse et l'URL distance sur AppSpot, là où on a déployé son application. Extraire le projet Quick Start dans le langage que l'on souhaite. Mettre à jour les autres properties avec les infos du client ID qu'on a récupéré. Donc c'est important parce que tout est basé là-dessus. Et donc si ça c'est pas fait, bah, vous pouvez essayer de programmer autant que vous voulez, ça ne marchera pas. Et puis configurer l'App Engine WebXML avec l'identifiant de l'appli que vous avez créé. Et enfin, importer le projet dans Eclipse et fixer les problèmes de dépendance. Parce qu'il y a des problèmes de dépendance. Comme à chaque fois, il y a des problèmes de dépendance. Mais bon, ça va assez vite. Et gardez à l'esprit que c'est une version de développement, qui a des bugs, des lenteurs, et que c'est comme ça. Il faut malheureusement des fois avoir un peu de patience. Autre point que je ajouterai tout de suite, il y a aussi une limite dans le nombre d'appels API qu'on peut faire par jour. Et suivant la manière à laquelle on programme, ça peut aller très vite.
Parce qu'on peut se retrouver à faire 10 appels API à chaque fois qu'on fait une action, et 1000 appels par jour. Et quand on arrive à la fin des 1000, ça ne marche plus. Donc je l'ai découvert de manière painful, comme on dit. Mais après, il y a une petite astuce, il suffit de créer un deuxième projet en parallèle, de créer un deuxième client ID et de swapper les clients ID. Et bon, ça permet d'aller un peu plus loin, mais pour le moment, on a beau demander, il n'y a pas d'autre moyen pour augmenter les quotas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'option payante pour avoir des quotas plus élevés, comme on peut avoir sur App Engine ou sur d'autres API. Petit exemple, alors, un petit exemple de requête. La partie importante, c'est juste que là, on va essayer d'afficher la timeline. Donc en fait, on fait un appel ici à la Mirror API avec des credentials et avec un nombre d'entrées que l'on veut récupérer. Et une petite boucle pour tous les éléments de la timeline. On va les afficher. Si c'est du texte, on fait un getText sur l'élément qu'on a reçu. Si c'est du HTML, on fait un getHTML. S'il y a des attachments, donc de type image ou vidéo, c'est un peu plus compliqué. Il faut refaire des appels pour chaque attachment. Donc ça aussi, ça augmente le quota d'utilisation des API. Donc si vous voulez afficher sans éléments de la timeline, ça va faire beaucoup d'appels API d'un seul coup. Donc c'est quelques lignes de code, on ne s'en rend pas compte, mais quand on exécute pour la première fois, ça part très vite. Un point important à garder à l'esprit, c'est que chaque application a sa propre timeline. Et que ce que l'on voit dans les lunettes, c'est un mélange de toutes ces timelines. Ce qui veut dire qu'un élément qui est partagé avec la timeline de votre application ne sera pas forcément accessible par une autre application. Et de la même manière, vous ne pouvez pas forcément accéder aux éléments de la timeline de Gmail ou de la timeline de Google+. Donc, petit exemple de ce que ça donne pour insérer du texte. Donc là, c'est un petit exemple rapide. Le point important, c'est qu'on va créer un nouveau timeline item. Donc on fait un appel action égale à texte qui va juste envoyer un message texte. On spécifie le texte. On crée une notification pour dire je voudrais que l'utilisateur soit notifié qu'on lui a envoyé quelque chose. En général, c'est un petit ting qui se produit dans les lunettes et c'est très pratique parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. Et ensuite, on fait un appel donc, à la timeline pour insérer la carte qui vient d'être créée. Donc elle sera insérée dans la timeline de votre application qui sera elle-même affichée en fonction de l'ordre d'arrivée sur la timeline des lunettes. Donc voilà ce qui se passe. Par exemple, on envoie un message de texte. On peut aussi insérer du HTML, donc même principe, on crée un nouveau timeline item, on spécifie le HTML, on crée une notification et on fait un insert. Donc voilà, donc là ça affiche, ça c'est le code que je montrais tout à l'heure qui affichait le contenu de la timeline, donc on voit sur une page web finalement ce qu'il y a dans les lunettes, ce qui est pratique aussi pour développer. On peut ajouter une image, donc un peu plus compliqué pour l'image. Il faut aller récupérer l'image simplement et il faut convertir en bytes le contenu de l'image. Et pareil, on fait un insert dans la timeline et exécute. D'ailleurs, le exécute là, il est important parce que souvent, on l'oublie. Et quand on l'oublie, il ne se passe rien. Et on développe un peu rapidement. C'est un des points importants à garder à l'esprit. Hop, voilà, donc ça envoie une image. Alors, suppression de la timeline, pareil, on reçoit l'action remove et l'identifiant. Si on regarde, chaque objet avait un identifiant un peu bizarroïde que j'affiche. On peut lui demander d'effacer cet identifiant en faisant un delete avec le execute à la fin. Alors, petite explication, ça c'est un petit exemple d'application, je ne sais pas si j'aurai trop le temps, on va essayer. Who's that? L'idée, c'est qu'un nouvel utilisateur s'identifie sur l'application qui s'appelle Who's that. On crée et on insère un contact pour l'application, qui va donc apparaître dans les contacts des lunettes. On s'enregistre pour recevoir les mises à jour de la timeline. Et quand l'utilisateur partage une photo avec le contact qui représente l'application, on reçoit une notification de type share côté serveur. On récupère la photo qui a été partagée. On peut donc à ce moment-là analyser la photo, ajouter en overlay sur la photo les résultats de l'analyse et renvoyer la photo dans la timeline. Alors, je vais faire une petite démo, vite fait, j'espère que ça va marcher. Comme j'ai dit, c'est prototype de dev, donc ça peut prendre un certain temps, on va voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la photo que j'ai prise tout à l'heure, celle-là, je la sélectionne, je dis que je veux la partager,
Je sélectionne donc non pas une personne, mais who is this, qui est le contact qui a été créé spécialement pour l'application. Et merde, pardon, j'étais trop vite. On recommence. Voilà. Donc là, normalement, la photo, elle est partie. Ou plus exactement, il y a une notification qui est partie et la photo qui est partie. La notification, elle arrive sur mon application, sur App Engine. Je la traite. Je viens d'entendre le petit bruit, donc c'est bon signe. Je la traite, je l'analyse, je prépare une nouvelle carte que je vais envoyer. Voilà, donc ça s'est allumé tout seul, just now. Donc je viens de recevoir une image avec un petit onglet en haut à droite qui montre qu'il y a un sous-menu. Donc je vais cliquer sur le sous-menu. Ça m'affiche la photo originale. Et alors le Wi-Fi est peut-être un peu lent. Et ça m'affiche la photo que j'ai modifiée, sur laquelle j'ai dit que j'avais trouvé Elvis Presley dans la salle, avec un taux de confiance de 3%. Donc bon, c'est que c'est un chanteur et qu'il a été vu la dernière fois en 1977. Je crois que personne ne l'a vu depuis. Hein. Mais donc c'est pour illustrer un peu le principe de fonctionnement. La photo qui est envoyée à l'application avec une notification, le traitement a lieu côté serveur, je renvoie une notification en disant bah, voilà le nouveau contenu que je veux insérer et il est inséré. Alors, ok, donc j'ai pas trop le temps. Si je l'avais, je vous montrerai un peu le code pour voir comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, ou on aura peut-être l'occasion de refaire des sessions, soit au GDG Paris, soit au POG, on pourra voir un peu plus en détail. Et en plus, ça a marché rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, quelques guidelines pour les développeurs. Il faut concevoir pour les lunettes. Il ne faut vraiment pas essayer de faire une application web séparée. Il faut concevoir pour les glaces. Toujours tester sur les glaces. À un moment donné, on n'a pas forcément les mêmes résultats quand on utilise le Playground ou quand on utilise des émulateurs. Je sais qu'on commence à en voir apparaître. Toujours tester sur les glaces au final avant de réaliser. Envoyer du contenu seulement s'il est important à ce moment-là. M'envoyer un message maintenant avec une notification pour me donner les résultats du match de rugby de ce week-end, en plus du fait que j'ai pas envie de connaître ce résultat qui était quand même pas bon, mais c'est un peu tard, quoi. Ça m'intéresse plus. Éviter l'imprévu, ne pas surprendre les gens. Un truc très sympa moi, que j'ai fait beaucoup en Californie, c'était m'en servir pour conduire avec un Get Direction. Par exemple, j'avais 1h30 de voiture à faire, plutôt d'avoir le GPS et la carte sur mon téléphone, je l'avais sur les glaces. Je configure en disant où je veux aller, il m'affiche la carte, j'ai la petite voix qui me dit tournez à 200 mètres, tournez à droite à 200 mètres, etc. Et c'est vraiment super pratique. Par contre, quand on conduit, on n'a pas forcément envie que le truc s'allume d'un seul coup pour afficher une photo indélicate ou peu importe. Donc faire attention à ça. Meilleur contraste, texte blanc sur fond noir, comme ça on peut voir en transparence. Utiliser les templates qui sont fournis par Google. Tester avec le Playground, c'est quand même pratique au départ. Si on veut afficher du texte, envoyez le texte simplement, il sera découpé en plusieurs cartes. Donc si on a 10 lignes de texte à envoyer, bah, il suffira de scroller, donc c'est très facile à utiliser. Le hacking, quelques mots là-dessus quand même. Une session très intéressante à Google I.O. qui montrait comment perdre sa garantie. Donc, comme je l'ai dit, ICS version 4, possibilité de connecter un clavier Bluetooth, d'installer des applications Android de type Launcher, etc. Possibilité de router l'appareil. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, elle est gratuite sur le site de Google I.O. si vous voulez avoir plus de détails. Mais non seulement Google est très ouvert là-dessus, mais c'est prodigieux ce qu'on arrive à faire. Et c'est vraiment Android qui tourne, c'est pas un petit morceau, c'est pas... En conclusion, le concept très prometteur, très clairement pour moi, donc ça fait plus d'un mois maintenant que je l'ai, que je m'en sers et je m'en suis servi plusieurs fois, je dirais beaucoup. Le prototype est très léger, très confortable. Les lunettes en plastique qu'on vient rajouter, j'aime un peu moins. Encore une fois, c'est un prototype de développeur, ça ne sera pas forcément comme ça la version publique. Permet de garder le champ de vision intact. Alors ça, c'est important, bien mettre l'écran un peu au-dessus. Il y a des gens qui se le mettent vraiment en face de l'œil, ben, on ne voit plus ce qu'il y a derrière. Enfin, on voit à travers la vitre, mais ça gêne quand même. Moi, j'aime pas, et je pense que c'est vraiment important que ce soit toujours un peu surélevé. Le prototype, donc pour les développeurs seulement pour le moment. Problème, la batterie. Officiellement, elle dure une journée, mais dans les faits, ça ne dure pas une journée. Donc souvent, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on achète des petits packs avec un petit fil. Donc il y a le petit fil qui pend comme ça, avec le petit pack qu'on a dans la poche. Ça rappelle les premiers gros smartphones où il fallait faire un peu la même chose. Pas moyen de contrôler l'audio pour le moment, ça va venir. L'accent français, on l'a vu avec mon Google de tout à l'heure, c'est pas ça.
La programmation est simple, mais quand même limitée via la Mirror API, donc c'est pratique, c'est efficace, mais il y a beaucoup de choses qu'on voudrait faire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Il y a un GDK en préparation. On n'a aucun détail dessus, il a été annoncé, ils nous ont dit oui, oui, ça va venir, on ne sait pas ce qu'on pourra faire, on ne sait pas si ce sera pour développer directement sur les glaces ou toujours via un système comme la Mirror API. Limité à 1000 appels API par jour, c'est peu. Et probablement pas disponible pour le public avant 2014, voire même milieu 2014, les dernières nouvelles que j'ai eues. Bon, ça c'est, encore une fois, on n'en sait rien et on ne sait pas sous quelle forme. Quelques idées d'utilisation rapidement. Faire de la reconnaissance faciale. Alors il se trouve que Google vient de dire qu'il ne voulait pas qu'on en fasse. Ça n'empêche personne d'essayer d'en faire et ça n'empêchera personne d'en faire avec d'autres types de lunettes que les Google Glass. Donc je pense qu'à terme, ils seront obligés de le laisser faire. Un écran supplémentaire pour les jeux. Ça peut être assez pratique aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Un exemple concret d'accès au dossier médical pendant une opération pour un chirurgien. Ça peut être assez pratique, surtout si ce n'est pas obstrusif. Mémoriser les lieux, les personnes et mettre des commentaires. On rencontre quelqu'un, on échange une carte de visite. Souvent, si on n'écrit pas derrière la carte de visite où on a vu la personne et ce qu'on a fait avec, un mois plus tard, on ne se souvient plus qui c'est. Bah là, petite photo, petit commentaire audio, c'est fini, c'est enregistré, c'est stocké et c'est quand même plus pratique. Mais pareil pour les visites, quand on va quelque part visiter ou quand on rencontre des gens, quand on ne sait plus quand on a vu telle ou telle personne pour la dernière fois. Tout ce qui est scan de publicité, de QR code pour avoir des détails et comparer les prix. Plus besoin du mobile. C'est intégré, donc on peut rechercher facilement, c'est des idées d'applications à développer. Voir ses notes pendant qu'on fait une présentation, ça peut être sympa aussi. Voilà, et puis il y en a plein d'autres, donc si vous avez des idées, surtout, réfléchissez, partagez-les, participez au concours comme il fait Glass, parce que Google cherche des idées. Ça, c'est une idée qui est assez marrante. Donc le geek qui a un date et qui, sur un coin de l'écran, voit son match de foot, pendant qu'il parle avec sa copine. Bon, no comment. En savoir un peu plus, la documentation pour les développeurs, donc ça c'est public sur developersgoogle.com. La communauté Glass Community dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur Twitter, vous pouvez suivre Glass France qui va véhiculer pas mal d'infos sur les glaces. Moi je suis donc Alain Régnier, vous pouvez me contacter par email ou sur Twitter Altolabs si vous avez des questions. Est-ce qu'on a le temps de prendre des questions? Ok, bon. Voilà, c'est fini. Donc 2 questions. Tu passes le micro ou... Je veux savoir si tu avais une timeline que vous pouvez partager entre plusieurs utilisateurs. C'est une bonne question. Alors la timeline, elle est liée à une appli. Donc déjà, il faudrait que l'appli soit installée sur les lunettes de chacune de ces personnes. Et ensuite, c'est à vous, côté serveur, quand vous recevez, par exemple, si je partage une image avec cette appli, et que vous avez la même appli, il faut côté serveur configurer pour envoyer une notification avec cette image aux différentes lunettes qui font partie du groupe en question. Donc c'est possible. Il n'y a pas de moyen très simple de le faire à part ça pour le moment, mais ça peut venir. Et puis, Google cherche aussi des questions sur ce genre d'utilisation qui ne sont pas possibles aujourd'hui, mais qui pourraient être intéressantes. Deuxième? Vas-y. Alors, on peut faire un certain nombre de choses. Le Wi-Fi, là, j'ai un peu du mal dans la salle. On peut faire un certain nombre de choses. On peut même aller se faire lire le contenu de la page. Je ne sais pas encore sur quels critères ils se basent pour afficher les résultats des recherches Google. Souvent, on a Wikipédia qui sort. On a des choses un peu qui s'y prêtent, on va dire, qui s'y prêtent à un affichage dans Google. Ah non, alors ça par contre, j'ai pas vu comment faire. Je ne crois pas qu'on puisse aller sur une adresse particulière. Pas aujourd'hui. Voilà. Allez, une dernière. Alors le prix de la version Glass Explorer, c'est 1 600 $, qui inclut donc le prototype, mais surtout l'accès aux API et l'accès en tant que développeur. Parce que pour pouvoir développer, pour pouvoir faire la démo que j'ai faite tout à l'heure, il faut avoir un compte développeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les glaces, elles sont liées à un compte Google+, ce qui veut dire que finalement, il n'y a que moi qui peux me servir de ces glaces parce que c'est lié à mon compte Google+. Donc il y a tout ce côté-là. C'est un peu comme quand vous payez pour avoir accès à un SDK d'un produit. Vous avez en général la carte d'évaluation qui va avec. C'est un peu cher, mais le prix, c'est surtout pour la partie programmation et droit d'accès aux API. Voilà, merci.